Nous allons entendre, pour démarrer cet après-midi, l'intervention donc, du docteur Nicolas Gault. Merci d'être avec nous. Alors, on espère aussi que vous avez pu passer un temps du déjeuner pour prendre le temps d'échanger et de vous reposer aussi, par la même occasion, au regard des enjeux d'aujourd'hui. Donc Nicolas Gault, bonjour, vous êtes responsable des urgences psychiatriques de l'enfant et de l'adolescent au CHU Lille, où vous exercez en tant que psychiatre et praticien hospitalier à temps plein. Et vous êtes par ailleurs le référent de la filière enfants et adolescents du Centre régional psychotrauma des Hauts-de-France. Avec vous, nous allons nous intéresser à la question des violences sexuelles au sein des couples de mineurs et des violences pour leurs sous-estimés. Merci, bonne intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation et je suis très honoré d'être présent avec vous et de pouvoir vous parler de ce sujet. Merci à Isabelle de m'avoir invité et bravo à l'organisation de ce colloque qui est vraiment très chouette. Donc pour ma part, je vais vous parler de représentation pendant cette intervention et de l'impact finalement, vous allez voir, des représentations dans notre pratique puisqu'on est, quelle que soit la profession qu'on exerce, avec ces jeunes que nous rencontrons, on en a parlé ce matin, qui peuvent nous faire vivre des choses compliquées, et ben du coup forcément on est confronté à des représentations, à nos propres représentations, aux représentations des familles, aux représentations des jeunes eux-mêmes. Et quand il s'agit de la question des violences sexuelles, il y a encore plus de représentations, des représentations sociétales qui viennent s'y ajouter. Et donc du coup, ça complexifie encore la donne et ça peut nous mettre dans des positions d'évaluation ou des positions thérapeutiques qui peuvent être négatives ou inexistantes face à ces jeunes qui ont plus que jamais besoin d'aide. Je vais du coup, alors la question des violences sexuelles, en fait, je vais vous parler plus généralement de des violences de couple au sein des couples de mineurs, ce qu'on pourrait appeler violence conjugale au sein des couples de mineurs. Mais j'insiste on a parlé de la question des violences sexuelles parce que c'est souvent le prisme par lequel on aborde ces questions-là, la question des violences au sein des couples de mineurs, c'est souvent la question des violences sexuelles qui est toujours au premier lieu. Je vais vous parler de 2 vignettes cliniques pour vous donner un petit peu ma démarche. Moi, je suis un psychiatre, j'ai mes représentations en tant que psychiatre, j'ai mes représentations en tant qu'individu, puis je suis rentré dans le monde du trauma. Je connaissais pas grand-chose, le monde des violences encore moins, alors j'avais vraiment mes représentations à moi. Et puis, même malgré ces représentations-là, qui ont pu évoluer au fur et à mesure du temps sur les violences conjugales, et ben du coup, je me suis retrouvé devant certains patients ou certaines patientes qui m'ont posé problème, qui m'ont relevé des défis et où j'ai découvert des choses, et où j'ai découvert notamment la question des violences de couple au sein des couples de mineurs, qui pour moi était quelque chose d'assez nouveau, que j'avais jamais envisagé auparavant. La première consultation que j'avais eue, c'était une jeune fille de 16 ans qui vivait avec ses 2 parents, son frère et sa sœur, sans antécédents, un fonctionnement antérieur qui était plutôt bon avec quelques éléments anxieux. C'est une jeune fille que je reçois en consultation pour une demande autour de violences sexuelles. Alors moi, au CRP, du coup, je consulte sur des suivis pour des thérapies centrées sur le trauma. Et donc, du coup, la demande, c'est les violences sexuelles. J'apprends que les violences sexuelles ont eu lieu dans le cadre d'une première relation amoureuse avec un homme majeur à ce moment-là qui était son maître de stage en 3e. Et donc du coup, on a refait une frise chronologique un petit peu de sa relation. On a fait un travail centré sur le trauma, comme j'avais l'habitude de le faire. Mais voilà, je suis resté sur les violences sexuelles sans vraiment m'interroger sur la question du reste. Même si, évidemment, je lui ai posé des questions sur sa vie, j'ai essayé de comprendre, mais je ne m'étais pas bien formalisé les choses dans ma tête. J'ai travaillé sur la stabilisation émotionnelle et comportementale. Et puis, on a commencé le travail d'exposition, qui est une thérapie centrée sur le trauma. Et très rapidement, la patiente s'est dégradée sur le plan thymique et sur le plan anxieux, avec l'apparition de cauchemars traumatiques qui sont devenus très envahissants. Et puis, les choses se sont un peu améliorées et puis les choses se sont à nouveau redégradées. On avait commencé un travail en EMDR et donc ça a à nouveau été très très compliqué avec cette patiente. On a des idées suicidaires qui sont arrivées et donc il a fallu que je mette un peu les choses en pause. Le travail centré sur le trauma n'était plus possible à ce moment-là. On l'a hospitalisée et dans le cadre de l'hospitalisation, on a pu stabiliser cette patiente et reprendre un travail d'exposition finalement à ces traumatismes par le biais d'une thérapie qui s'appelle la thérapie d'exposition narrative, qui est une thérapie dans laquelle on reprend soit le fil de vie complet du patient, soit en tout cas concernant par exemple alors ça je vous en parlerai plus tard, mais une relation amoureuse, toute la relation depuis le début, en reprenant tous les éléments qui se sont passés et pas uniquement les violences sexuelles. Et donc finalement on se décentre un petit peu de la question du trauma pour voir les choses dans une plus grande globalité, pour quand même pouvoir travailler le trauma.
La deuxième situation clinique, qui est une situation clinique qui là m'a vraiment interrogé sur la question des violences, enfin, qui m'a permis de formaliser la question des violences de couple, c'est une jeune fille de 15 ans que j'ai vue, donc là c'était il y a 3-4 ans, avec ses deux parents, pareil, pas d'antécédents particuliers, une famille plutôt isolée, mais bon, pas grand-chose, et une première relation amoureuse, là pour le coup une relation amoureuse avec un jeune homme de son âge. Le motif de consultation, à nouveau, et c'est pour ça que je vous disais que je parlais des violences sexuelles, parce que c'est toujours le motif de consultation, c'est une agression sexuelle par le petit ami. Au départ, c'est ça. J'ai modifié les noms intentionnellement, donc je vais peut-être me tromper quand je vais vous en parler, mais c'est pas grave. Et j'avais quand même en tête quelques autres situations, notamment la première en tête, et je me suis dit, il faut que je fasse peut-être un petit peu gaffe, et il faut que je commence à interroger un peu mieux cette patiente sur cette agression sexuelle, elle s'inscrit dans quoi exactement pour elle. Et en fait, à un moment, je lui ai demandé si la relation qu'elle avait à ce petit ami, si c'était effectivement quelqu'un dont elle était amoureuse. Parce qu'au début, elle ne m'avait pas présenté comme ça. Elle m'avait présenté qu'elle avait une agression sexuelle. Et en fait, cette jeune fille a pu me dire qu'elle était effectivement amoureuse. Et à ce moment-là, elle a pu déployer un peu la question de c'était un couple. C'est-à-dire qu'elle était en couple avec ce garçon. Et en fait, j'ai passé une consultation entière à caractériser un petit peu pour elle ce que c'était que cette histoire de couple et ce que ça représentait pour elle. Et alors là, j'ai fait tomber toutes les représentations qu'on peut avoir, on en parlera tout à l'heure, autour de la question des c'est quoi un couple pour un adolescent et surtout, c'est quoi un couple d'adolescents au regard des adultes. Adultes qui souvent vont banaliser ces histoires-là, les minimiser, se dire que c'est des petites amourettes, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit merde. Je me suis dit en fait, j'ai une gamine qui me raconte qu'elle a eu une agression sexuelle, je découvrirai par après qu'il y en a eu plein, et qu'en fait, que ça intervient dans un couple. Et donc du coup, j'ai repris un petit peu toute la relation pour voir un petit peu comment ça s'était déroulé. Et puis j'ai fait un autre truc, parce que je me suis dit quand même, ce qu'elle me raconte, ça me rappelle quand même vachement la question des violences conjugales que moi habituellement j'étudie chez l'adulte et que j'évalue chez l'adulte. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un questionnaire, alors je pourrais vous donner la source a posteriori, mais là je ne l'ai plus dans ma tête, un questionnaire sur les violences conjugales, qui est un questionnaire qui concerne le contrôle coercitif, qui est une notion maintenant qui vient actualiser un peu la question des violences conjugales, où il y a une partie à la fois de dépistage, mais aussi une partie un petit peu plus approfondie pour étudier tous les pans de la vie de la victime, de la personne, en tout cas du patient, pour pouvoir lui poser des questions très précises sur ce que l'agresseur lui a fait vivre, sur des choses du quotidien, et pour évaluer effectivement les communications, les tâches du quotidien, la relation. Alors, je vous ai tout mis le questionnaire, après on ne va pas le détailler, mais vous voyez un petit peu les différents pans de la vie qui sont étudiés, les relations sexuelles, et j'ai donné ce questionnaire à cette patiente, elle l'a fait à la maison et elle est revenue, elle était très blême quand elle s'est rendue compte de ça, parce qu'elle s'est rendue compte de l'étendue finalement des dégâts que ce garçon avait fait. Elle, ce qu'elle voyait de son côté aussi, c'était les agressions sexuelles, évidemment tout le contrôle coercitif, les violences psychologiques, les violences, même les violences physiques, elle ne les voyait pas. En tout cas, vous voyez que grâce à ce questionnaire, on a pu... Alors, on n'est pas obligé d'utiliser un questionnaire. Néanmoins, je peux vous inviter à quand même passer des questionnaires avec vos patients sur ces questions-là, parce que ça permet déjà d'aller dans le détail et ça permet aux victimes de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'était vraiment un point très important. Et après le questionnaire de dépistage, vous avez une grille d'évaluation plus précise sur la question des violences, en particulier l'humiliation, le harcèlement, l'intimidation, des choses que vous connaissez dans la question des violences conjugales. Alors il y a des choses par lesquelles elle n'était pas concernée, notamment pour la question de la maternité ou pour la question du travail. Mais vous voyez quand même que cette jeune fille, elle cochait beaucoup de cases. Elle venait au départ pour une histoire d'agression sexuelle. Voilà, comme ça vous le voyez un petit peu. Et donc du coup, ce qu'on a fait avec cette jeune fille, c'est qu'on a fait, j'ai refait une frise où j'ai repris toute la relation de cette jeune fille après avoir passé du coup le questionnaire. Et en fait, cette jeune fille, alors c'est pareil, je ne vais pas vous détailler parce qu'il y en a beaucoup, mais vous l'aurez du coup, enfin j'imagine, je ne sais pas si les supports sont transmis aux personnes, mais en tout cas, moi je ne suis pas opposé. Voilà. C'est dit, et dans tous les cas, les vidéos seront accessibles début d'année prochaine. Donc vous aurez dans les vidéos évidemment les slides, mais quoi qu'il en soit, merci. Et donc du coup sur cette frise, ça m'a permis moi aussi, en posant des questions et en posant les bonnes questions, c'est-à-dire des questions que j'ai l'habitude de poser aux victimes de violences conjugales, que je ne pose pas habituellement à une victime d'une agression sexuelle, parce que j'imagine pas qu'il y a tout un contexte, il y a une relation qui s'est effectivement tissée de manière particulière. Et on a repris lors de la rencontre qu'elle avait faite avec ce jeune déjà largement en amont, et comment les choses se sont tissées finalement, au fur et à mesure du temps avec ce garçon. Et on voit qu'au niveau de la rentrée, en fait, ce garçon commence effectivement à aller vers elle, à devenir un peu insistant au niveau des SMS qu'il lui envoie, à un petit peu la forcer, mais pas beaucoup, à l'embrasser. Elle ne veut pas forcément, mais quand même, elle se dit que c'est quand même bien, puis elle est contente parce qu'elle est amoureuse. Et puis arrive la question de
d'être dans le même lit, de dormir ensemble, avec des parents qui en plus acceptent ça. Et donc du coup, là, on voit effectivement quelque chose qui est en train de se tisser aussi dans toute la dynamique familiale. Donc là, vous avez les premiers attouchements, et une jeune fille qui... voilà, vous avez des choses... Mince, j'y arrive pas. Prouve que tu m'aimes. Vous voyez, des phrases comme ça qui vont commencer à être dites. Et on va voir comme ça se tisser, en dressant cette frise, se tisser en fait toute la question des violences conjugales, vraiment comme on le verrait chez des adultes. Alors on en parlera après avec des spécificités, mais vraiment comme chez des adultes. Et donc moi, c'est quelque chose qui a vraiment... Alors j'ai caractérisé aussi certaines agressions sexuelles. On l'a spécifié sur le plan symptomatique. Ça nous a permis de repartir depuis cette frise ensuite et de travailler des éléments particuliers. Mais ça m'a vraiment permis de travailler les choses dans leur entièreté avec cette patiente, ce qui m'a fait penser lors de la première consultation, la première patiente dont je vous ai parlé, qu'en fait ça j'avais complètement omis de faire ce travail-là. Et en fait la première patiente, et c'est ce qui a été fait par la suite, il y a eu un énorme travail qui a été fait en thérapie d'exposition narrative autour de la question des violences conjugales et pas uniquement effectivement autour d'agressions sexuelles qui seraient des agressions sexuelles isolées. C'est derrière, c'est vrai. Je ne vous fais pas le détail. Je vous ai repris, évidemment, c'est la partie embêtante de la présentation, mais quand même des notions sur la question des violences sexuelles sur mineurs. Je vous ai remis des chiffres qui sont assez connus généralement, mais en gros, il y a beaucoup d'enfants qui subissent des violences sexuelles. Tous les ans, vous en avez 160 000. C'est généralement avant 18 ans, c'est même généralement avant l'âge de 11 ans, et c'est généralement par des membres de la famille ou des membres de l'entourage proche. Ça, c'est les données générales qu'on a sur les violences sexuelles sur les mineurs. Par contre, il y a quelque chose qu'on a beaucoup moins, c'est la question des statistiques autour des violences au sein des couples de mineurs, c'est-à-dire dans des couples de jeunes. On n'a pas grand-chose. En fait, on n'a pas grand-chose en France, mais on a un petit peu plus de choses en Belgique, en Suisse et au Québec. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ça touche les garçons et les filles, et que, en fait, c'est pas si anodin que ça, c'est pas si minime que ça. En fait, il y a beaucoup de violences au sein des couples de mineurs. 9% des jeunes déclarent n'avoir jamais vécu de violence dans leur relation amoureuse. Chez les 12-21 ans, 9% seulement. Et 58% des interrogés chez les 16-19 ans ayant eu une relation avec un partenaire amoureux dans les 12 derniers mois rapportent avoir vécu au moins une forme de violence. Et donc du coup, alors c'est quoi ces violences en fait qui sont décrites? Il y a de la littérature qui les décrit, puis il y a vos patients qui les décrivent aussi. Ce sont des violences principalement psychologiques. En tout cas, on retrouve énormément de violences psychologiques, des violences sexuelles. Les violences sexuelles, c'est le point d'appel. Donc faites toujours très attention si vous avez des violences sexuelles qui sortent chez un mineur, vous posez la question des violences conjugales derrière. La cyberviolence et les violences physiques. Ils sont évidemment moins concernés par les violences financières et les violences administratives. Je vous ai remis à nouveau des éléments d'épidémiologie autour du fait que 52% des jeunes interrogés rapportent avoir subi de la violence psychologique, 15% de la violence physique ou sexuelle. Vous voyez que c'est des choses qui ressortent en permanence. 100% des femmes de moins de 25 ans victimes de violences de couple ont déclaré au moins un type de cyberviolence. Ça, c'est un peu l'étendue du désastre. Et puis, alors, ce qu'ont fait les études aussi, c'est qu'ils ont essayé de trouver est-ce qu'il y a des facteurs de risque? En gros, est-ce qu'il y a des profils un petit peu plus sujets à vivre à un moment, soit en tant qu'agresseur, soit en tant que victime, des violences de couple, donc dans des couples de mineurs? Il y a un certain nombre de facteurs de risque qui ont été identifiés d'un côté comme de l'autre, mais on voit qu'il y a des facteurs de vulnérabilité. Alors ça ne veut pas dire qu'on est plus sujet soi-même en tant que tel à être victime de violence, mais en tout cas, il peut y avoir des moments de la vie qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Et si vous êtes face à un agresseur qui lui-même a des facteurs de risque d'être un agresseur, des gens qui ont vécu dans des antécédents, qui ont eux-mêmes vécu des violences intrafamiliales, qui ont un environnement violent, qui sont très ancrés dans des stéréotypes de genre ou dans des attributions de rôle de genre qui sont très stéréotypées, quand ils vivent aussi, quand ils ont tendance à être effectivement avec des violences entre pairs, dans des milieux comme ça de garçons souvent qui sont très violents entre eux, des conduites à risque et des violences qu'ils ont déjà vécues dans leur propre relation amoureuse, et on est chez des enfants qui du coup, des ados, qui vont être beaucoup plus à risque eux-mêmes d'engendrer des violences et d'agresser, d'engendrer des violences conjugales et des violences sexuelles au sein de leur couple et donc auprès de leur partenaire. Et il y a des facteurs de risque individuels qui ont été un petit peu plus repérés du côté des victimes. On sait que les personnes qui vont être effectivement à un moment donné plus déprimées, plus fragiles, avec une faible estime de soi, les populations aussi effectivement plus LGBTQIA+, lorsqu'il y a des abus de substances et lorsqu'il y a une grande différence d'âge, ce sont des facteurs de risque, ça reste épidémiologique, des facteurs de risque effectivement d'être victime de violences conjugales et de violences sexuelles, mais
en particulier de violences conjugales, donc de violences de couple, même en sein d'un couple de mineurs. Le rapport annuel 2024 sur l'état des lieux du sexisme en France rapporte quand même que 47% des garçons de 16 à 21 ans s'attendent à ce que les rapports sexuels impliquent une agression physique. 42% pensent que la plupart des filles apprécient les actes d'agression sexuelle. Alors de quoi on parle finalement ? Là, on a passé la partie épidémiologique, rassurez-vous. On parle d'individus en développement. Les ados, c'est pas tout à fait la même chose que les adultes. C'est pas tout à fait la même chose que les enfants. C'est quand même des... Là, moi, les deux gamines dont je vous ai parlé, les deux jeunes filles que j'ai présentées, sont des jeunes filles qui, au départ, ont eu un développement, on va dire, harmonieux, classique, où elles ont acquis plein de compétences, des compétences cognitives, des compétences relationnelles, des compétences émotionnelles, des stratégies d'adaptation, on en a parlé tout à l'heure, une sécurité interne qui était plutôt bonne, un sentiment d'identité personnelle qui s'était construite et qui était plutôt bon. Et puis tout d'un coup, leur arrive l'adolescence. Donc l'adolescence, il y a plein de choses qui se passent. Il y a la puberté d'une part, mais il y a aussi les injonctions sociétales, les injonctions parentales, les enjeux, finalement, de l'âge adulte qui peut apparaître. Et vous allez vous retrouver effectivement avec des jeunes qui vont être en plus, par rapport aux enfants, influés par leurs pères. Il va y avoir une forte influence des pères, il va y avoir une forte affiliation aussi au groupe de pères, une influence aussi des réseaux sociaux et des médias d'une manière générale qui vont effectivement attirer un peu l'attention et qui vont avoir une valeur pour eux en termes de ce qu'ils vont pouvoir en retenir et là où ils vont pouvoir se dire ça c'est la vérité, c'est pas la vérité, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais on est dans une phase, c'est important d'avoir en tête que l'adolescence en soi est une période de vulnérabilité parce que c'est une période pendant laquelle il y a énormément de changements auxquels on doit faire face et dans lesquels les jeunes ont moins de stratégies d'adaptation qu'ils n'en avaient quand ils étaient enfants parce qu'ils ont plein de nouveaux enjeux, plein de choses auxquelles ils doivent faire face et donc forcément, ils sont un peu plus perdus, ils ne savent pas très bien comment faire. Alors du coup, ils regardent un peu comment ça se passe autour d'eux, ils voient un petit peu comment leurs pères y font parce qu'il ne faut pas regarder trop non plus du côté des parents parce que si on regarde du côté des parents, ce n'est pas un signe d'autonomie. Ce qui marchait quand on était petit ne marche plus quand on est ado et donc du coup, ils regardent beaucoup ce que les pères font et donc du coup, ils vont écouter un petit peu ce que les pères font. On en parlera tout à l'heure, mais quand une jeune fille, on lui dit mais tu sais que tu es censé faire ça, ou alors moi j'ai déjà couché avec 3 garçons et qu'un garçon lui dit mais tu sais que tu es censé me faire une fellation, et à ce moment-là, la jeune fille elle n'a pas forcément de point de comparaison et elle va se dire que potentiellement c'est effectivement ce qu'elle est censée faire. Donc vous avez une vulnérabilité qui se crée, qui est là du fait d'avoir des stratégies d'adaptation notamment qui sont beaucoup plus précaires. Et puis, vous avez d'autres facteurs de vulnérabilisation qui peuvent exister dans des familles qui vont avoir des problèmes. Si une jeune fille ou un jeune garçon a rencontré des éléments d'adversité ou lui-même, effectivement, a une enfance plus douloureuse. Alors évidemment, si vous êtes un profil très vulnérable parce que vous avez vécu des maltraitances dans l'enfance, vous êtes évidemment beaucoup plus à risque de rencontrer ce type d'événements. Alors pas que cela, beaucoup d'autres types d'événements, mais des événements de violence sexuelle ou de violence conjugale. Et des capacités de jugement, et ça va être très important, qui vont être entravées aussi, parce que c'est l'adolescence, on va en reparler. L'adolescence, donc ça, je vais redire un petit peu des choses, mais il y a quelque chose déjà de l'ordre du rapport au père. Et ça va être hyper important parce que ça va énormément jouer dans la question, d'une part, de la possibilité qu'il y ait des violences sexuelles qui soient agies, des violences conjugales, mais aussi ça va jouer sur le fait que la victime ne va pas s'en rendre compte, ne va pas le critiquer ou ne va pas avoir l'impression qu'elle a été victime de quoi que ce soit, même si elle n'est pas bien. Les adolescents, ils investissent massivement les relations au père. Je parlais en général. Il y a une modification brutale des modalités d'identification aux autres. Ils s'identifient beaucoup plus au père qu'aux adultes, c'est logique. L'identification, c'est ce qui permet de se construire, c'est ce qui permet de mettre des briques dans sa maison pour pouvoir avoir une maison qui tient bien la route après. À l'adolescence, on a tendance à aller regarder ce que font les autres ados pour pouvoir le faire. On recherche à appartenir à un groupe, mais n'oublions pas que ces relations au père, il y a une forte identification, mais c'est des relations qui sont quand même fragiles et superficielles. On a quand même rarement à l'adolescence, alors des fois on a la chance d'avoir une relation très profonde avec quelqu'un, mais c'est rarement le cas. On s'adore, les agendas sont blindés de super mots, on s'aime à la vie, à la mort, tout ça, mais n'empêche que si à un moment il faut faire du harcèlement, des fois même les amis se retrouvent effectivement à harceler la personne qui est soi-disant la personne qu'on adorait jusque-là. Et puis le rôle des pères en situation de détresse, en situation de danger. Je subis une agression sexuelle, je suis en danger. Qu'est-ce que ça va activer ? Ça va activer mes schèmes d'attachement, c'est-à-dire des choses très fondamentales me concernant. Est-ce que c'est vraiment vers mes pères que je vais aller pour me sentir en sécurité, pour trouver des stratégies pour me sentir mieux ? Pas vraiment. En l'occurrence, ça va être plutôt vers des adultes de confiance. Alors ça va être, si j'ai de la chance, ça va être vers mes parents. Encore faut-il que mes parents puissent me soutenir aussi dans ce que je suis en train de vivre et dans la question des violences sexuelles et encore plus la question des violences de couple. On le verra tout à l'heure, ça peut être d'autant plus compliqué que les parents puissent soutenir leur ado.
Et donc le rôle important, on l'a dit, des stéréotypes et des attributions de rôle de genre qui vont jouer vraiment un rôle dans ces questions-là, avec la question domination-soumission, et qui peut être effectivement quelque chose qui va favoriser des passages à l'acte sexuel, enfin des violences sexuelles, mais aussi des violences de couple qui vont d'autant plus s'instaurer sur cette dissymétrie-là qui peut être très forte à l'adolescence. Et donc le rapport aux figures d'attachement, on l'a dit, il est souvent désinvesti ou rejeté en tout cas partiellement, des tensions possibles qui vont se jouer, et puis des ados qui aimeraient bien pouvoir solliciter leurs adultes, leurs parents, mais qui ne peuvent pas forcément le faire. Et à côté de ça, puisqu'on parlait de relations sexuelles, ça va quand même jouer, mais la question du couple aussi, c'est des inconnus. C'est-à-dire, en gros, c'est des territoires sans repère. Comment je fais quand j'arrive sur ce territoire-là? Je ne sais absolument pas comment ça se gère, même si on m'a expliqué, même si papa et maman m'ont expliqué ce que c'était que la sexualité. On m'a expliqué à l'école ce que c'était que la reproduction, parce que les profs, ils sont un peu mal à l'aise avec la question de la sexualité. Alors du coup, ils ont essayé de m'expliquer, mais j'ai pas tout compris. Et du coup, c'est une source d'angoisse. C'est-à-dire que je ne sais pas très bien comment je suis censé faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'utilise comme stratégie pour faire face à ce nouveau territoire dans lequel je ne sais pas ce que je veux exactement. Je ne sais pas encore tout à fait ce que je ne veux pas. En fait, quand ça va arriver, je vais me dire que je ne le veux pas. Quand ça va arriver, je me dirai, c'est peut-être ça que je veux, mais a priori, je ne le sais pas. Quand on a 40 ans, on sait un peu plus ce qu'on veut au niveau de la sexualité. Quand on a 12, c'est un peu difficile. Avec un besoin de repères pour se rassurer. Les repères vont se trouver, évidemment, on l'a dit, dans l'environnement, c'est-à-dire que le jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans son environnement, auprès de ses copains, de ses copines, auprès de ce que font les uns et les autres, des repères en se disant ça, s'ils font ça, c'est que ça c'est normal. Donc ils se comparent à ceux qui ont déjà eu une expérience. Ils ont un jugement critique affaibli du fait même de ne pas connaître la question de la sexualité, de ne pas connaître la question du couple, mais aussi parce que ce sont des ados et qu'à l'adolescence, les fonctions exécutives ne sont pas encore complètement matures et que du coup, il y a un jugement critique qui va de fait être un petit peu compliqué. Et puis une volonté de conformation pour beaucoup, c'est être comme les autres, ceux à qui on veut s'identifier. Et du coup, il y a un peu la question un peu sacrificielle de je vais le faire parce que de toute façon, c'est ça qui me permet d'appartenir à ce groupe, d'être accepté et donc du coup de pouvoir me sentir mieux. Et donc du coup, sur ces questions-là, vont arriver la question des représentations. Et la question des représentations, je pense que dans les violences sexuelles, on en parle beaucoup, et je pense que vous avez en tête que le rôle des représentations dans les violences sexuelles, c'est absolument cataclysmique. C'est vraiment un des enjeux fondamentaux du parcours de prise en charge globale, pas que de soins, de prise en charge globale des victimes d'agressions sexuelles. Quand on a une agression, vous savez que quand vous avez une jeune fille qui a subi un viol par son petit ami dans une soirée où elle n'était pas censée aller, qu'elle a bu de l'alcool, qu'elle était d'accord pour l'embrasser, mais qu'elle n'était pas d'accord pour avoir un rapport sexuel, mais qu'elle n'a pas vraiment dit non parce que en fait, elle ne savait pas s'il fallait dire non, elle s'est sidérée, et puis elle s'est complètement dissociée, elle arrive au commissariat, elle n'a aucune émotion parce qu'elle est anesthésiée, elle raconte ça, elle oublie la moitié des trucs parce qu'elle a une amnésie dissociative. Globalement, son parcours de victime va être extrêmement compliqué. Imaginez effectivement que la notion de couple là-dedans va venir rajouter une difficulté supplémentaire, c'est que on va encore moins croire la question des violences sexuelles. Déjà que la question de la violence sexuelle dans les couples, vous l'avez peut-être entendu dans les couples adultes, c'est que d'imaginer que dans un couple de gens mariés, imaginez le couple marié, 45 ans, la question du viol conjugal, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était une question qui était très compliquée. Imaginez chez des ados. Déjà que la question de couple, c'est compliqué, mais alors là, la question des violences au sein du couple, c'est encore plus difficile. Et donc vous avez finalement les représentations sociales, les représentations parentales, les représentations des mineurs eux-mêmes, concernant le couple, mais aussi la sexualité. Et puis il y a des représentations concernant les violences sexuelles, les violences de couple, qui vont venir se confronter à des ados qui vont vivre souvent leur première expérience de couple, c'est souvent dans ces moments-là que ça arrive, et ou leurs premières expériences sexuelles. Généralement avec un ado de leur âge un tout petit peu plus âgé, alors ça arrive des fois que ce soit un majeur, mais ça c'est une autre question, avec une existence très souvent d'une inégalité, d'une asymétrie, d'un déséquilibre à l'entrée dans la sexualité ou dans le couple. On a beaucoup d'histoires effectivement de jeunes filles, alors c'est un peu stéréotypé, mais beaucoup de jeunes filles qui sont plus jeunes que le petit copain avec qui elles sortent, un copain qui a déjà un peu d'expérience, notamment sexuelle ou de couple, et d'emblée, vous avez un rapport de déséquilibre qui se met en place. Et qui va... et des violences qui, à ce moment-là, ne vont pas être repérées. Alors, les représentations sociales,
on en a un petit peu parlé, mais il faut les avoir en tête quand même, et c'est pas exhaustif. Mais il faut avoir quand même en tête que, même du côté des parents, la notion de couple, déjà, c'est très banalisé. Hein. On dit souvent que les couples, c'est des petites amourettes. C'était pas vraiment en couple, c'est des petits trucs, c'est pas très grave. C'est des choses, c'est un apprentissage de la vie. Ce sont des histoires d'ados. Hein, donc c'est la question des agressions sexuelles. Il l'a quand même pas violée. Hein. Ça, c'est la question autour des attouchements. Ça concerne aussi les adultes. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, du coup, je pense que si vous avez des victimes comme ça, vous l'entendez très très fréquemment, hein, ce truc-là. Et alors, quand on est confronté à ces ados qui vivent des violences sexuelles, on ne pense qu'à ça, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on ne va pas aller explorer le reste. Ça, c'était mes représentations dont je vous parlais tout à l'heure, de moi quand j'ai commencé en tant que psychiatre en victimo, et où j'avais mes représentations de les violences de couple, ça n'existe pas à l'adolescence. C'est même pas que je me disais que ça n'existait pas, c'est que j'y pensais même pas, en fait, à cette histoire-là. Maintenant, je suis relou parce que du coup, au boulot, je pense qu'à ça. Et donc, du coup, les urgences, par exemple, on voit environ 1000 consultations par an. C'est les internes qui font les consultations. Et je leur dis, pour toutes vos consultations, sauf si évidemment ça n'a rien à voir et que vous êtes pour autre chose, mais essayez d'être systématique, évaluez la question du couple chez vos ados et la question des violences de couple chez vos ados. Et les représentations du mineur lui-même, qui fait que du coup, le mineur ne va pas forcément identifier que ce sont des violences. La nécessité sociale d'être en couple. Hein, il y a un moment, tu as 15 ans, il faudrait peut-être quand même que tu te manies un petit peu. Hein, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui pensent qu'ils doivent être en couple. Ils doivent vivre leur première expérience sexuelle. Il y a une pression un petit peu comme ça qui vaut un peu... Il y a un rite initiatique derrière tout ça, un passage obligatoire. Avec la question quand même qui est très compliquée, c'est que puisque je suis censé le faire, je vais dire oui. Ça, on va en parler tout à l'heure. Mais ça, c'est quand même... on va voir à quel point c'est un problème, ça. L'autre, en plus, que je me représente moi en tant que mineur, c'est que l'autre, il sait ce que je suis censé faire. Puisqu'il a déjà de l'expérience, il sait ce que je suis censé faire, donc je vais lui faire confiance. Donc du coup, il peut instaurer un rapport de domination. Vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup de facteurs dans tout ce qu'on est en train de dire qui font que s'il y a un rapport de domination qui doit être mis en place, il y a tout le terrain qui est propice à le faire. Vous avez une jeune... Je vais être catégoriel. Une jeune fille, j'ai jusqu'à 30 quand même, du coup. On a dépassé un petit peu, j'avais jusqu'à 30. Vous m'avez dit que je m'adaptais en fonction. Bien. 5 minutes. 5 minutes top chrono. J'ai mon... Parce que là, moi, j'ai 14h20. On vous fait confiance. Après, tant pis, je vous fais pas la fin. Et donc, du coup, vous voyez qu'il y a un terrain très propice à la mise en place de la domination. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. C'est qu'à l'adolescence, peut-être plus qu'à l'âge adulte, la question des violences conjugales est quelque chose qui peut arriver très, très vite. Et il y a un terrain plus propice à l'adolescence pour des violences conjugales qu'à l'âge adulte. Vous avez des éléments de vulnérabilité, tout ce que je viens de vous expliquer, des éléments de vulnérabilité qui sont inhérents finalement à l'adolescence, qui ne sont pas des facteurs qui arriveraient que chez quelques adolescents, qui sont inhérents à l'adolescence, qui vont faire un terrain propice à l'installation d'un rapport de domination, de violence qui peuvent s'instaurer sans que l'ado le perçoive bien au départ. La question du consentement, on va en parler parce que la question du consentement à l'adolescence, elle est fondamentale. Mais de toute façon, la question du consentement dans les violences sexuelles, elle est fondamentale. C'est qu'en fait, la question du consentement, elle n'est pas suffisante. C'est bien beau de dire si la personne elle a dit oui, si elle a dit non. Sauf que dans les 3 quarts des cas, elle n'a pas dit non. Ça ne veut pas dire qu'elle a dit oui. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ce qu'on travaille souvent, moi, ça je l'ai compris avec les ados, c'est qu'en fait les ados me disaient mais j'ai pas dit non, je voulais le faire puisque c'est ce que je suis censé faire. On m'a dit que je devais avoir une relation sexuelle, lui il me dit que je dois lui faire une fellation, c'est que je suis censé le faire, donc j'ai pas dit non. Oui, mais est-ce que tu en avais envie? Ah ben non, j'en avais pas envie. Et donc finalement dans ces situations-là, ce qui peut nous aider aussi à penser les choses, et je vous invite à le faire du coup avec les jeunes que vous rencontrez, c'est pas tant interroger la question du consentement que interroger la question du désir. Est-ce que tu avais envie de le faire? Parce que si vous interrogez la question du consentement, vous allez passer complètement, mais vraiment complètement à côté. Et généralement, vous mettez à ce moment-là la question du désir, ça va vous permettre d'interroger effectivement la question du climat de menace éventuelle, le climat d'emprise, les intimidations normatives, comme les autres filles, elles font ça. Et donc du coup, je redis encore quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, mais tout ça effectivement va se jouer et ça va intervenir sur la notion de consentement finalement, sur la dissymétrie expérientielle. C'est-à-dire que j'ai plus d'expérience que toi, je sais ce que tu dois faire. Et donc du coup, les victimes sont généralement consentantes. Ça ne veut pas dire que pour autant, ce n'est pas des agressions. Vous connaissez certainement la différence entre violence et conflit. Les violences, c'est quand il y a un rapport de dissymétrie. Les conflits, c'est quand il y a un rapport de symétrie entre les deux personnes. D'emblée, vous avez là un rapport asymétrique qui se met en place dès le départ, rien que le fait qu'il y ait des âges différents, une expérience différente. Ce que les études remarquent, c'est qu'il y a des possibles violences bidirectionnelles au départ. Je ne vous l'ai pas montré, mais dans la ligne de vie que je vous montrais tout à l'heure, la patiente, en l'occurrence, elle avait au début, elle se rebiffait un peu, elle disait des choses, elle était elle-même violente.
sur certaines choses. Alors ça, c'est un peu trompeur, parce que souvent, on pense que si c'est comme ça, c'est que c'est un conflit et que c'est pas de la violence. Faites très très attention. En fait, ça, c'est pas mal décrit, et ces violences bidirectionnelles initiales, en fait, cachent souvent des violences, alors, et puis ensuite ça part sur des violences unidirectionnelles, mais ça cache souvent effectivement les violences conjugales qui sont en train de s'installer. Et ce qu'on repère, ce que les études repèrent, c'est que les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les violences de couple chez les adolescents sont les mêmes que chez les adultes. Les risques individuels par rapport à ça, c'est quoi les conséquences? C'est qu'il va y avoir un retard au diagnostic, entre guillemets. Vous allez avoir évidemment des conséquences psychotraumatiques majeures chez ces jeunes, puisque vous avez des violences physiques, des violences sexuelles, vous avez des menaces de mort, vous avez des menaces à l'intégrité physique, vous avez généralement, ce qui s'associe à ça, sentiment de honte, une perte de confiance en soi, de l'autodévalorisation. Bon, ça, c'est des choses qui sont assez classiques, des violences sexuelles et des violences de couple. Des distorsions cognitives qui vont s'installer sur plein de choses, mais en particulier sur la question de comment la sexualité et le couple se construisent, avec le risque de répétition. Puisque j'ai vécu ça comme ça et que je n'ai pas d'autres schémas pour comparer, et ben du coup, je risque de me retrouver à nouveau dans une situation qui va être la même. Sur le plan relationnel, ce qui risque de se passer, et vous le savez, c'est qu'il y a des risques de harcèlement et de cyberharcèlement. Et là, je fais le pont avec Julie qui nous en parlera tout à l'heure, mais qui sont absolument majeurs, puisque souvent, quand vous avez des histoires de violences sexuelles ou des histoires de violences de couple, le risque que vous avez derrière, c'est qu'il y ait du harcèlement par le reste du groupe à ce moment-là. Une stigmatisation très forte, notamment dans le milieu scolaire, mais aussi au niveau des parents. Les parents qui pensent que leur fille est une pute et des choses comme ça, qui soutiennent absolument pas leur ado. Les moqueries, de la fratrie aussi, pensez à la question de la fratrie, qui vont renforcer le sentiment d'échec personnel chez ces victimes. Les stratégies d'adaptation face à ces risques peuvent être du coup inadaptatives, c'est-à-dire que finalement comment le jeune va pouvoir se gérer face à ça. Alors déjà, vous avez un renforcement des stéréotypes de genre, ça c'est quand même un des gros risques, hein, c'est que la victime renforce dans sa tête la question de ce que sont censés faire les filles, ce que sont censés faire les garçons, et les garçons sont plus forts et les filles sont plus faibles, et les garçons ils dominent et les filles elles sont dominées. C'est aussi, le risque, c'est aussi une validation et une normalisation des anomalies relationnelles. Tout ce qui s'est passé au sein de mon couple, en fait, est plutôt normal. Et donc, du coup, c'est normal qu'on me le refasse vivre après. Hein, ça, je me répète un peu, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment important. L'intolérance au conseil des adultes, qui est inhérent un petit peu à la question de l'adolescence, mais qui se rajoute avec la question de la honte, et qui plus est, s'il y a des relations tendues avec les parents. Donc, vous avez des jeunes souvent qui vont peu solliciter leurs parents pour être protégés par rapport à ça. L'isolement, et puis du coup évidemment d'autres choses. Alors vous avez plein de comorbidités qui peuvent arriver, mais je pense notamment à la consommation de toxiques et à la question de la dissociation qui peut se répéter effectivement chez ces jeunes. Il faut vraiment avoir en tête que la question parentale dans cette histoire va être fondamentale. Il faut pouvoir, pour la question des violences sexuelles, ok, mais les violences de couple, c'est vraiment hyper important de faire de la psychoéducation auprès des parents, de leur expliquer c'est quoi les violences de couple. Il faut connaître le cycle des violences conjugales, il faut connaître la dynamique des violences conjugales. Je n'ai pas le temps de vous le faire là, vous l'apprendrez probablement ailleurs si vous ne le connaissez pas pour l'instant. Il faut pouvoir leur expliquer ces choses-là, et il faut pouvoir s'autoriser soi-même, en tant que professionnel, à conceptualiser ce qu'on voit en face de nous comme des violences conjugales et pas uniquement comme des petites choses qui se passent entre des ados et c'est pas bien grave et il va s'en remettre et de toute façon il oubliera et puis c'est comme ça l'apprentissage de la vie. Vous êtes devant des ados qui sont vulnérables en lien avec leur développement par rapport aux enjeux nouveaux, éventuellement en lien avec d'autres éléments de vie. Les violences de couple vont du coup sur cette vulnérabilité augmenter le risque de développement de troubles dissociatifs, de TSPT, d'autres troubles psychiatriques, de troubles de la construction identitaire, l'atteinte des stratégies de coping, des processus relationnels, des processus de régulation émotionnelle et comportementale. Et vous voyez que finalement, on peut arriver sur un tableau de ce qu'on va appeler un traumatisme complexe, des fois sur des relations qui ont duré 2, 3, 4, 5 mois. Les 2 relations dont je vous parle, il y en a une, elle a duré 4 mois, l'autre, elle a duré 5 mois. Et donc ça peut aller très très vite et ça peut avoir des conséquences absolument dévastatrices sur ça. Et je termine sur cette diapo. Il est 27, je suis dans les temps. Absolument. Quelques messages clés. Attention si vous voyez des violences sexuelles chez les ados, interrogez les violences de couple. Sans point d'appel, pensez à interroger les relations sexuelles d'une manière générale et les relations amoureuses et la vie de couple des adolescents. Interrogez la vie de couple des adolescents, c'est hyper important. Attention aux représentations. Évitez des fois de dire « Est-ce que tu as déjà subi des violences de la part de ton petit copain ?» Non. Est-ce que tu as déjà fait des trucs où tu étais contre ton consentement ? Non. Vous passez à côté de tout. C'est-à-dire vous passez à côté, les ados, ils n'identifient pas que c'est des violences, mais comme les femmes victimes de violences ne vont pas identifier que ce sont des violences. Donc du coup, faites attention de comment vous posez les questions.
Attention aux conséquences spécifiques, notamment vis-à-vis du groupe de pairs, risque de cyberharcèlement, de harcèlement scolaire, de moquerie, de choses comme ça, mais attention aussi du côté des parents. Et attention à la question du seul traitement centré sur le trauma. Moi, c'est ce que je faisais au début, c'est du coup, là-dedans, il y a du trauma, donc je vais traiter le trauma. En fait, il y a quelque chose de bien plus global. Maintenant, on sait prendre en charge les violences conjugales, il y a plein de stratégies pour le faire, des choses qui sont de l'ordre de la psychopathologie générale, de choses qui sont un peu plus spécifiques des violences conjugales, et puis des choses qui sont beaucoup plus spécifiques du psychotrauma. Et tout ça, effectivement, on peut les intégrer les unes aux autres. Voilà, je vous ai mis une courte bibliographie. Je vous remercie de votre attention. Bravo. Merci, docteur Nicolago. Eh bien, nous avons le temps de l'échange, si vous le souhaitez. On a les micros que l'on peut vous faire passer. Le champ est vaste, là encore. Merci. Merci. Je vois une main levée. Et une autre ici après. On commence là et on revient vers vous après. Bonjour. Merci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des facteurs de prévention, ça pourrait être justement pour que les jeunes aient plus conscience de ce qui peut être normal ou pas normal, on voit que c'est compliqué pour eux, qu'il y ait plus d'intervention dans les milieux scolaires à ce sujet-là? Oui, complètement. Ça, c'est évident qu'en termes de prévention, on est complètement nul. On fait des petites choses. Alors, je sais que il y a des établissements qui vont un peu plus le faire, mais ils vont aborder beaucoup la question des stéréotypes de genre, ce qui me paraît très important. La question de la sexualité, de toute façon, ça, c'est encore un truc sur lequel on est quand même, c'est quand même compliqué. On n'arrive pas à faire de la prévention sur la sexualité qui soit adaptée aussi aux âges. Et puis, un truc qu'on ne fait pas du tout, c'est la question de la prévention sur la question du couple. Ça, c'est très clair. Et je pense qu'il y a vraiment des actions à mener. Et je pense que ça appartient pas forcément aux champs psychiatres, psychologues. Je pense que les champs éducatifs, sociaux sont tout à fait à même de pouvoir mettre en place des choses de l'ordre de la prévention sur la question du couple, et du couple à l'adolescence, et des risques et des enjeux. Tout à fait. Là-bas, merci. Oui, bonjour, je suis un infirmier dans une unité de soins pour ados, et j'avais une question par rapport à la compulsion de répétition. On avait suivi une jeune justement qui reproduisait sans cesse le trauma pour se réassocier à ses émotions, et c'était très difficile d'avoir main mise et de l'accompagner, de l'aider. Et voilà, j'avais besoin d'un petit peu d'éclairage par rapport à ça. Merci. Oui, alors cette question-là, elle est complexe parce qu'il y a souvent plusieurs facteurs qui interviennent sur la question de lorsqu'effectivement vous avez des victimes de violences. Donc là, on est vraiment sur du trauma, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les éléments traumatiques de j'ai vécu des violences sexuelles, et donc je le répète. Vous pouvez avoir effectivement la question dissociative, c'est-à-dire que je me remets dans des situations où je sais que je vais dissocier. Et donc, du coup, je vais pouvoir me dissocier. L'objectif de se dissocier, c'est de s'apaiser. C'est vraiment de se calmer. Ça, je trouve que ça existe beaucoup. Alors, je ne connais pas la situation de votre jeune, mais ça existe beaucoup sur les patients les plus vulnérables, sur les jeunes les plus vulnérables, qui ont des histoires eux-mêmes de violences intrafamiliales, de grosses négligences, de grosses carences, qui font que ces jeunes, souvent, n'ont pas beaucoup de stratégies d'adaptation. Ils n'ont pas beaucoup de choses qui leur permettent de se calmer, de s'apaiser. Et ils utilisent un petit peu ce qu'ils ont connu dans leur histoire. Souvent, c'est la dissociation parce qu'ils n'ont que ça et parce que leurs parents leur ont appris que ça, de se dissocier en les tapant ou en les violant. Et puis en plus, s'ils ont été violés, ils ont appris qu'ils pouvaient dissocier en subissant un viol. Et que donc, du coup, des fois, ils vont subir un viol ou se mettre dans des conduites sexuelles à risque parce que, effectivement, ils savent que ça peut déclencher de la dissociation et que ça peut donc les apaiser. Vous avez aussi, effectivement, des fois, des choses de l'ordre de la lecture qui font de la relation à l'autre. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être chez les cas, effectivement, probablement des jeunes les plus vulnérables aussi. Mais quand on a appris effectivement que c'était ça les liens amoureux, c'était ça les liens sexuels avec les gens, c'était peut-être des fois ça les liens tout court avec les gens, c'était d'avoir des fois des relations sexuelles à risque, d'être avec des gens qui sont des gens à risque pour nous, c'est-à-dire qu'on est aussi chez des jeunes vulnérables. Quand on est vulnérable, on est assez propice à pouvoir se retrouver face à des gens qui cherchent des gens vulnérables et qui vont donc se mettre dans une relation. Alors, ce n'est pas eux qui se mettent, c'est que surtout, on va les repérer. Vous êtes capable, vous, de repérer quelqu'un dans la foule qui est quelqu'un qui va spontanément, sans même que vous lui parliez, ou des fois, quand il vous parle, il vous énerve, il vous attire, il vous dégoûte, il vous met en colère, il suscite de l'empathie, vous le trouvez très doux. En fait, ça, les agresseurs sont capables de faire la même chose avec la question de la vulnérabilité. En fait, ce n'est pas une compétence exceptionnelle de l'agresseur. C'est qu'en fait, on est capable de repérer chez les autres un petit peu comment ils fonctionnent. Et donc, du coup, chez des personnes qui vont avoir un besoin un petit peu d'avoir un partenaire vulnérable, ils vont les repérer. Et ces jeunes-là, du coup, vont être propices là-dedans. Et donc, du coup, ces personnes-là sont des agresseurs potentiels et donc, du coup, vont potentiellement remettre les personnes dans cette position de victime
qui va être peu critiqué par les victimes elles-mêmes pour tout ce qu'on a pu évoquer et ce qu'on connaît sur la question des violences. On peut accueillir, merci, 1 à 2 questions. Merci madame. Merci, bonjour. Je travaille dans un service social et de protection de l'enfance départemental et je constate qu'effectivement, quand nous avons connaissance d'une agression sexuelle sur une mineure, notre démarche à nous, c'est de dire aux parents, vous devez porter plainte. On a souvent des jeunes qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas que vous portiez plainte. Voilà. » Malgré ça, nous, on insiste aux parents « Si, il faut que vous porter plainte. » Avec ce que ça entraîne après, c'est audition à la gendarmerie et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là ? C'est une question piège sur laquelle je n'ai pas de réponse forcément qui va être complètement... je n'ai pas une réponse par rapport à ça. Je pense que déjà la question des violences sexuelles, si on prend la question des violences sexuelles isolées, je pense que la question de la plainte immédiate ou le signalement immédiat, il faut faire juste attention à une chose, c'est la question de la temporalité si la personne n'est plus en danger. Ça arrive des fois qu'on ait des violences sexuelles dans lesquelles la personne n'est plus en danger, il y a besoin de les voir 3-4 fois en consultation ou en entretien pour pouvoir mener les choses avec la patiente, la jeune, pour pouvoir l'amener effectivement à porter plainte ou pouvoir poser un signalement, ce qui peut amener une temporalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que des fois, il peut y avoir une temporalité. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, à mon avis, c'est la question aussi de... Pourquoi la jeune ne veut pas porter plainte ? Des fois, c'est parce qu'elle a peur, effectivement, des représailles, parce que des fois, il y a la question du non-lieu, c'est-à-dire combien de fois, effectivement, ces jeunes disent « bah oui, je vais porter plainte », derrière, il ne va rien se passer, ou en tout cas, il va y avoir un non-lieu, et je vais potentiellement recroiser mon agresseur, qui risque à ce moment-là, effectivement, de me faire du mal. Donc, il y a ces craintes-là aussi. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter plainte, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un signalement, mais en tout cas, c'est un des facteurs qui peut rentrer en ligne de compte. Et puis, l'autre point qui me semble important, c'est aussi, et là, je répondrai de façon peut-être un petit peu plus ferme, c'est on est des adultes. On doit protéger les enfants. On doit protéger les mineurs. C'est notre rôle, un point, c'est tout. Moi, c'est un peu mon fer de lance, c'est la question de, notamment parce on travaille beaucoup. Alors, c'est pas forcément sur la question des agressions sexuelles, mais notamment sur la question des violences intrafamiliales. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. On a travaillé avec les juges autour de ça. Et je trouve que ce qu'on essaie d'enseigner, c'est que le méta-besoin de sécurité, il existe aussi chez les ados. Il existe en fait chez tout le monde. C'est qu'on a besoin de se sentir en sécurité avant de pouvoir faire quelque chose. Et que ça, il n'y a que les adultes qui peuvent... Si l'ado n'est pas en capacité de pouvoir le faire, il faut que les adultes le fassent. Et donc j'aurais une position qu'il faut ensuite négocier avec d'autres choses, mais j'aurais une position un peu de départ qui serait un peu ferme, de dire... Bien sûr qu'en tant qu'adulte, vous devez signaler ou vous devez porter plainte parce que vous êtes censé protéger. Protéger, ça veut dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de paradoxe dans ce qu'on est en train de dire à un ado. Dire à un ado, ok, ou à ses parents, devant l'ado, ok, ne portez pas plainte alors que tu as vécu une agression sexuelle, on lui dit quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'on ne sollicite aucun système de protection alors qu'il est en danger, alors qu'il y a eu un danger. Ça, c'est la position de base. Après, c'est une position que moi, je négocie en fonction des situations, au cas par cas, mais j'aurais tendance un petit peu à tenir cette position quand même un peu ferme de « c'est nous les adultes ». Et vous avez des ados qui, en fait, ont des distorsions cognitives très fortes. Des fois, ils ont vécu plein de violences sexuelles, des fois, il y a eu des violences intrafamiliales qui font que ces jeunes ne voient pas, effectivement, ils n'identifient pas ça comme des violences. Ces jeunes sont très amoureux, très amoureuses de leurs petits copains, mais c'est comme le jeune qui est... qui intervient la semaine prochaine à l'École nationale de magistrature, je suis en train de préparer un topo là-dessus, c'est comme ces jeunes qui sont dans des violences intrafamiliales et qui veulent absolument rester avec leur père qui a été violent toute leur vie. Qu'est-ce qu'on fait ? Le jeune veut rester avec son père, donc on va le laisser avec son père. Ben non, en fait, il faut que je pose quelque chose qui est non paradoxal pour cet enfant. Et donc du coup, il va y avoir des enjeux, il va falloir les traiter, mais c'est aussi probablement parce que ce jeune a été pris dans des choses qui font de l'emprise, du contrôle coercitif, des liens très compliqués avec son père, qui fait que ce jeune, effectivement, il est dans quelque chose d'une identification très forte et qu'il y a des enjeux en fait très compliqués avec ce père. Il faut qu'on l'en dégage en fait, quitte à ce qu'on travaille dans un second temps le lien, et ça c'est autre chose. Mais d'abord, on doit protéger. À mon avis, ça c'est ma position à moi. Encore une question. Je vous ai vu tout là-haut. Vous êtes 2, 3. Il reste 3-4 minutes. On se donne la dame qui est juste là-haut, s'il vous plaît. Et pardon pour le regard, mais voilà, c'est tombé là. Ok, je vais faire rapide. Juste, c'est dommage que vous êtes venu ici de Lille. Normalement, on a un microclimat. J'aurais bien aimé qu'il fasse du soleil, que vous ayez envie de rester pour vous faire intervenir dans notre établissement dès demain matin. Mais déjà, vous remercier pour votre intervention, ces notions de couple, etc. Donc, nous, on travaille dans un établissement scolaire. Juste un petit point avant, comme l'ARS est présente, il y a sur la région Pays de la Loire un psychosexologue qui s'appelle Sébastien Landry qui traite déjà ces questions
d'intervention en milieu scolaire sur tout ce qui est le consentement, la sexualité, la pornographie, etc. Il a développé depuis 2 ans sur le département de la Sarthe et maintenant en Basse-Normandie, avec une société qui s'appelle Happy Visio, qui est soutenue par l'ARS. C'est 5 conférences par an dans les collèges et lycées qui sont préparées en amont avec les professeurs, les élèves. Et je trouve que ça serait bien que ça se développe dans l'ensemble des départements. Donc c'est un petit appel lancé à l'ARS, voilà, si elle entend. Et une question, on est confronté, et encore plus là on a cette année, la question de jeunes filles qui, alors il y a des plaintes qui sont portées, d'autres de jeunes filles qui ne portent pas plainte, de relations, de couples qu'elles ont pu avoir avec des élèves du lycée. Et donc on est actuellement sur justement une procédure judiciaire qui est en cours sur des plaintes, des jeunes filles qui ont pu faire des aveux, donc on a dû faire un signalement. Et on est à cette question entre cette jeune fille et la famille qui trouve qu'on n'agit pas, mais il y a la présomption d'innocence, et puis de l'autre côté, les parents aussi de l'autre élève qui ne comprennent pas ce signalement. Et je voulais vous demander un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, quels conseils vous pourriez nous donner, parce que c'est pas évident en fait d'avoir cette position. Voilà, qu'ils soient scolarisés dans le même établissement et de séparer justice et puis protection, comme vous le dites, quoi. C'est une question compliquée là aussi. Déjà, le premier point que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai pas cité tout à l'heure, on parlait de la question de la prévention, mais je pense que la question de la prévention, effectivement, elle passe aussi par en tout cas, les écoles, c'est un bel endroit pour pouvoir faire ça, et que les personnels, effectivement, de l'éducation nationale puissent faire ça, ça peut être très chouette. Ouais, c'est comme la question du harcèlement, c'est comme la question de, ces questions de séparer effectivement les victimes agresseurs présumés. C'est pas simple. C'est pareil, je pourrais pas forcément vous donner une réponse unanime, ça va être un peu au cas par cas. Néanmoins, moi, ma position, elle est toujours un peu la même. C'est on protège d'abord et on protège les deux. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, au moins pouvoir séparer les jeunes, alors déjà de classe, déjà ça peut être un petit peu la moindre des choses. C'est-à-dire que oui, il y a une présomption d'innocence, mais il y a aussi, et malheureusement il faut en tenir compte, il y a aussi la possibilité qu'il y ait une culpabilité, qu'il y a quelque chose qui n'aille pas. Et dans ce cas-là, on ne peut pas ne rien faire. Et je pense que de maintenir les choses à l'école telles quelles, alors qu'il y a eu quelque chose, un pavé qui a été lancé dans la mare, ça me paraît compliqué. Ce n'est pas l'idéal, mais moi j'aurais tendance à dire, mais alors là je donne des leçons à des gens qui connaissent mieux leur métier que moi, donc je m'en excuse, mais si on me demande ma position, j'aurais tendance à dire qu'il faut effectivement d'abord protéger. Et donc si effectivement on peut séparer les enfants d'une manière ou d'une autre, au moins le temps d'évaluer la situation. Et puis peut-être que de les séparer, au moins ça poussera à ce qu'on évalue la situation, parce qu'on a aussi le problème, c'est que quand les choses ne bougent pas trop, elles ne bougent pas trop. Et puis donc on les fait encore moins bouger, et puis ça dure des plombes, et puis du coup il n'y a jamais rien qui est fait, et puis on traîne comme ça, et puis à la fin de l'année c'est la catastrophe. Donc moi j'aurais tendance à dire, on sépare, au moins pour voir. C'est comme dans une famille où il y a un gamin qui dit qu'il a été victime de violence. On sépare, on fait le tri, on regarde un petit peu ce qui se passe, et puis ensuite on revoit tout ça. Mais ça, pareil, je ne sais pas si c'est au cas par cas après qu'on va ajuster cette position-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Bonjour, moi je suis infirmière sur un pôle de pédopsychiatrie. Je ne vois pas où est la personne par contre. Je suis là. Ah oui, pardon. Et donc, je voulais revenir sur les représentations que peuvent avoir les adolescents concernant les rapports sexuels. En fait, je trouve le schéma d'identification, il change beaucoup avec les réseaux sociaux. Et je trouve que les jeunes filles, par exemple, sont sur un modèle où il faut qu'elles aient de belles formes, où il faut qu'elles soient de plus en plus dénudées, faut qu'elles fassent envie de la relation sexuelle. Et je trouve que du coup, les garçons s'identifient aussi à ça, et les rapports sont de moins en moins respectueux. Et quand une jeune fille peut vivre des relations sexuelles violentes, pas comme les représentations, on va dire, d'avant, elle ne considère pas ça comme une agression. Et je trouve que c'est encore plus compliqué de travailler avec ces jeunes-là, autant les filles que les garçons, à cause de ces nouveaux schémas représentatifs des rapports de couple. Eh bien, vous voyez, peut-être ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, mais je préfère travailler avec des jeunes dont je sais qu'ils ont accès aux réseaux sociaux, je sais ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, je sais ce qu'ils ont vu, et je sais que c'est pour ça qu'ils font n'importe quoi et qu'ils ont un rapport à la violence sexuelle qui est compliqué, qui a 50 ans en arrière, où en fait il n'y avait toujours pas de conscience de la violence sexuelle, pas plus qu'aujourd'hui, mais où en fait je ne savais rien de ce qui se passait, et surtout on ne disait rien parce que c'était normal que les hommes fassent ça aux femmes. Aujourd'hui, au moins je me dis, c'est toujours pas normal de le faire, on est bien d'accord, mais au moins je sais ce que c'est, je les vois les réseaux sociaux, j'ai un visuel sur ce qui se passe, je sais ce à quoi ils sont confrontés, et donc du coup je me dis, je sais que je peux agir sur des choses.
Je le fais un peu exprès de vous le dire comme ça, mais c'est pour vous renverser un peu la vapeur en disant quand même qu'on a évolué, qu'en fait, il y a 50 ans, on n'identifiait pas plus la violence, qu'il y avait en fait déjà de la violence sexuelle, déjà de la violence de couple, et que bien sûr il y a des choses dans la construction adolescente qui est compliquée, ça je vous rejoins complètement parce que voilà, mais il y en avait déjà sur la question des stéréotypes de genre et des rapports à la sexualité en fait chez nos grands-parents, qui n'étaient pas simples non plus. Je pense qu'effectivement là où vous avez raison, c'est que c'est des nouveaux enjeux que nous on maîtrise pas bien et qui nous font très peur. Mais au moins, on sait ce qu'ils sont, ils sont palpables, on peut les regarder, on peut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on ne voit pas forcément exactement ce que l'ado voit, notre ado va aller voir, mais on a quand même une idée. On se doute un petit peu de ce qu'il est en train de regarder, on a une représentation un petit peu de ça. À l'époque, on ne se représentait même pas tout ça. Donc, je me dis qu'on va je suis un peu optimiste, hein, je me dis qu'on va y arriver. Après, Julie, tu parleras peut-être un peu plus de tout ce qui est cyber, mais moi, c'est un petit peu mon impression quand même, c'est que j'aime pas me sentir complètement démuni et impuissant, donc du coup, je préfère le voir comme ça. Merci beaucoup.